Vous avez beaucoup volé à bord du Super Guppy. C'est un avion qui est... Donc, quelles sont ses caractéristiques principales avant qu'on passe à quelques aspects qui compléteront déjà nos entretiens précédents? Alors disons que le but principal de cet avion, c'était le transport des charges volumineuses. Et vous vous rappelez, on en avait parlé hier, je vous disais qu'il avait été au départ conçu pour la NASA pour transporter le programme lunaire Saturne et Apollo. Donc un avion gigantesque en termes de capacité d'emport, on en reparlera tout à l'heure. Pour les Saturn V, ces véhicules, ces énormes fusées, il n'y a pas eu l'équivalent depuis pour aller vers la Lune en 68, 69 et puis les années 70, 71, 72. Alors ce Super Guppy, une fois qu'il a fait ça avec la NASA, il a eu une seconde vie. Alors il a eu une seconde vie, mais une seconde vie qui a été la chance pour les Américains, parce qu'après les deux premiers avions qui furent construits entre 1962 et 1965, 1965, le premier vol du Super Guppy, et là, les Américains n'avaient plus de commandes. Et à la même époque, en 1965, les Européens commençaient à se dire quelle serait la suite du programme Caravelle, quelle serait la suite du programme Concorde. Et donc, des Français et des Allemands travaillaient chacun de leur côté à un avion qui serait un avion gros module, court, moyen courrier, biréacteur. Et donc, petit à petit, par l'intermédiaire de cet avion qui donnait des possibilités de réunir les Allemands qui étaient du côté de Brême et Hambourg, c'est-à-dire à 1500 km de Toulouse, et la France qui était donc à Toulouse. Et oui, ça c'est les joies de l'intégration européenne. Quand on veut travailler ensemble, c'est bien, mais par contre on n'intègre pas tout au même endroit, on a des répartitions géographiques et du coup il faut déplacer des pièces puisqu'on intègre à Toulouse. Et ces pièces, c'était celle de l'A300. Et l'A300 qui est au musée de l'aéronautique de Toulouse. Si jamais vous y passez, vous verrez le premier avion qui a décollé de Toulouse, A300, qui est toute la lignée d'Airbus ont commencé avec ça. Et alors imaginez en 1965, 66, 67, quand les Européens apprennent que ces avions ont volé et que ça leur donne la possibilité d'avoir un moyen de transporter des charges volumineuses, les Européens vont à Santa Barbara en Californie et disent au management de cette société qui s'appelait ASI, Aerospace Signing Corporation, eh bien nous sommes européens et on veut faire une sorte d'unité pour construire des avions. Et les Américains vont leur dire, mais vous habitez où? Vous êtes qui? Vous êtes où? Ben, on est européens et on aimerait avoir un avion similaire à celui-là. Et voilà comment on voudrait qu'il soit construit. Donc cet avion a servi finalement au tronçon d'Airbus. C'est cet avion qui est maintenant, malheureusement ou heureusement, sans doute heureusement dans les musées, mais par contre le Beluga, il y a eu le Beluga qui a remplacé, qui est un avion avec des moteurs à réaction et non pas des hélices, des tubes propres. Simplement, maintenant on pourrait s'intéresser, puisqu'on continue notre entretien d'hier, on pourrait s'intéresser à une particularité, c'est comment est-ce qu'on charge un avion avec des tronçons pareils, avec ce diamètre-là? Oui, alors les tronçons qui font à peu près, qui font jusqu'à 25 tonnes, leur masse moyenne, c'était entre 20 et 25 tonnes. Ils faisaient à peu près ces tronçons 20 mètres de long et ils avaient un diamètre qui était compris entre 6 mètres et 7 mètres, alors que l'intérieur de la soute était à 7 mètres 50. Et donc, c'est là que les Américains ont travaillé à Santa Barbara, ont travaillé sur les futurs tronçons de cet avion qui n'existait pas encore, et les Européens ont dit aux Américains, voilà le type de tronçon que l'on aura, des ailes qui seront fabriquées en Grande-Bretagne, des fuselages qui seront fabriqués en Allemagne, des pointes avant qui seront fabriquées à Saint-Nazaire ou à Nantes, et il faudra transporter tout cela à Toulouse. Et comment a-t-on fait? Parce qu'en fait, vous savez, souvent on entend dire les ingénieurs des avions, on n'a déjà pas envie de faire un hublot parce que c'est une manière de déjà créer une zone de fragilité. Et pour le Super Guppy, on se permet de se dire, eh ben, finalement, on va le couper en deux et on fait tout tourner, ce qui est invraisemblable du point de vue aéronautique, non? Absolument, c'est vraiment invraisemblable puisque cet avion se coupe en deux dans le sens du diamètre. Et donc, toute la partie avant, juste derrière le cockpit, pivote autour d'une charnière, pivote vers la gauche à 90 degrés pour pouvoir charger l'avion à l'endroit où son mètre couple est le plus important.
puisque à l'arrière de l'avion, le mètre coupe n'est plus que de 3,50 m, 4 mètres, alors que devant, on a 7,50 m. Il est le plus important, oui. Et c'est comme ça d'ailleurs qu'il est présenté à Aeroscopia. Il est présenté avec en mode chargement, ce qui fait qu'on peut apprécier d'aller dans la soute, etc. Et de voir aussi cette technologie qui a été très osée. Alors que pour le Beluga, justement, on a un peu modifié les choses et on a diminué ce défi. Oui, alors pour le Beluga, on n'a plus le défaut que l'on avait sur le Super Guppy, où il fallait déconnecter tous les câbles de commande de vol. Il fallait complètement ouvrir l'avion pour que l'avion puisse être chargé d'un seul tenant. Sur le Beluga, les ingénieurs ont travaillé sur un principe différent. Ils ont dit il faut qu'on ait à la partie avant de l'avion une porte qui soit suffisamment grande pour pouvoir permettre l'accès à la soute. Alors sur le Beluga, la porte avant, elle fait 7,50 m de long, 11 mètres de long, pardon, 11 mètres de long, 7,50 m de large, elle pèse 2,5 tonnes et il faut 2 minutes pour l'ouvrir avec 2 vérins hydrauliques. Alors qu'à l'époque, avec le Super Guppy, il n'y avait pas d'électronique, il n'y avait pas les bus, il n'y avait pas tout ce qu'on se connaît maintenant. Et donc, on déconnectait toute la mécanique et toute l'électrique, etc. Oui, tous les câbles de commande de vol, les câbles de moteur, c'est-à-dire 32 câbles qui étaient complètement coupés et déconnectés de l'avant, de l'arrière pour pouvoir ouvrir le nez. Un sacré check avant de partir. Hein. Alors, il y avait un check à faire et c'était mon rôle en tant que mécanicien navigant. Dès que nous étions arrivés au parking, mon rôle c'était de réunir l'équipe et de leur dire voilà comment on va travailler aujourd'hui. On avait une checklist, le point numéro 1, numéro 2, numéro 3, pour être sûr qu'on n'oublie pas quelque chose. Et on n'a jamais rien oublié pendant 25 ans d'exploitation. Et on sait à quel point les pilotes aiment et travaillent de façon étroite avec leurs mécaniciens, c'est-à-dire ceux qui assurent finalement la sécurité au fond de l'avion, celle dont on va avoir besoin si jamais il y a quelques pépins ou quelques petits problèmes.